Et notre invité politique ce matin, c'est Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de Paris, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour, bonjour. Stéphane de Ouest France. On commence évidemment par la 10e journée de mobilisation. Gérald Darmanin qui a donc annoncé hier un dispositif de sécurité inédit. 13 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur tout le territoire, dont 5 500 à Paris. Est-ce que vous redoutez que cette journée de mobilisation ne se transforme en journée de violence ? D'abord, je le remercie parce qu'on a besoin d'avoir des policiers. Moi qui suis élu parisien, ça devient une angoisse comme on a connu dans d'autres périodes, une angoisse dès qu'il y a une manifestation parce que des black blocs, de l'extrême gauche vient et casse tout ce qui y a sur le parcours, de la manifestation. Et Paris, c'est aussi une ville, pas uniquement une ville de manifestation, c'est une ville aussi où il y a des familles, il y a des enfants, et donc vraiment ce déchaînement de violence. Et pour nous aussi, à chaque fois, un traumatisme. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça. On a l'impression que finalement, tout passe, tout est lisse. Oui, on élève aussi nos familles. Et on a des familles, on élève nos enfants aussi à Paris. Et donc, on a envie, on doit aussi avoir du calme et un relatif calme. Cette fois, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur alerte en disant qu'il y aurait 1000 personnes ultra-violentes qui viendraient rejoindre les manifestations en France, dont des gens qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'on n'est pas en train de franchir un cap, si c'est vrai ? C'est déjà le cas à Sainte-Soline. On a une organisation des Black Blocs qui est toujours un peu compliquée, l'extrême gauche, qui communique sur le dark web et est une nébuleuse très internationale. Ce qu'on a demandé, c'est qu'on puisse, en amont, essayer de les arrêter. Vous savez, la difficulté en France, j'entendais tout à l'heure votre invitée précédente, en France, on n'arrête pas où on ne met pas en garde à vue sur la bonne mine ou sur la couleur du jogging, qu'on soit clair. On arrête parce qu'on regarde ce qu'il y a dans les sacs à dos et on s'aperçoit qu'il y a des balles de baseball, des boules de pétanque ou des haches ou des couteaux. Ils s'organisent de plus en plus en laissant le matériel sur place. Et le récupère dans la rue, caché, et le récupère. Et donc c'est plus compliqué. Le cache à l'avance, en fait. Exactement. C'est plus compliqué pour les forces de l'ordre parce qu'on n'arrête pas les gens sur la couleur de leurs habits, et heureusement. Vous entendez l'opposition qui dit ça s'est bien passé pendant 8 journées, là ça se passe mal depuis 2 journées. Hier, à votre place, il y avait Sandrine Rousseau qui a dit se demander s'il n'y avait pas chez Gérald Darmanin et chez Emmanuel Macron une volonté d'aller chercher l'incident. Je la cite. Qu'en dites-vous ? Je trouve ça terrible comme phrase. Honnêtement, je trouve ça terrible d'entendre ça. Au fond, de renvoyer la violence d'une toute petite partie des manifestants. Je ne confonds pas, mais on parlait des black blocs, de l'extrême gauche, et au fond, de dire qu'il y aurait comme un jeu entre l'État, le gouvernement et cette violence. Non, l'extrême gauche l'a théorisé. Elle veut la violence dans la société. Elle pense qu'elle peut accéder au pouvoir par la violence. Et d'ailleurs, l'extrême gauche politique, donc celle qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, fait exactement la même chose. Laquelle ? Vous mettez qui derrière l'extrême gauche politique ? La NUPES, la LFI particulièrement, oui, cherche en permanence sur chaque sujet l'hystérisation. Pourquoi ? Parce que dans leur théorie, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ne s'en est jamais caché, la porte depuis longtemps, pour lui c'est l'extrême tension de la société qui permettra d'accéder au pouvoir. Et donc oui, ils cherchent en permanence à l'Assemblée, hystériser les débats, de chaque mini problème d'en faire un buzz sur les réseaux sociaux. C'est leur organisation et donc dans les manifestations, faire en sorte que ça se passe mal. Vous êtes en train de nous dire que cette volonté d'aller chercher l'incident, pour reprendre les mots de Sandrine Rousseau, il serait plutôt de l'autre côté, en face, chez les professionnels de la violence, les gens radicalisés, ultra-violents. Bien sûr. Quand vous venez à Sainte-Soline avec des couteaux, des haches, vous avez vu les images. Vos confrères qui ont été caillassés ont eu peur pour leur vie. Vous voyez bien que c'est pas les policiers qui... Alors après, qu'il y ait des réactions parfois des policiers qui sont inadaptées. J'en conviens, et il faut que ce soit sanctionné. Enfin, les policiers, c'est dur. Les policiers et gendarmes, le travail est extrêmement difficile. Et renvoyer les uns aux autres, honnêtement, c'est insupportable. La gauche pointe la stratégie du maintien de l'ordre, notamment avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il demande une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Vous y êtes favorable ? On peut tout regarder et nous, regarder comment s'organise l'extrême gauche. On est aussi en train de réfléchir dessus ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous allez faire ? On est en train de réfléchir, on regarde si, concrètement, comprendre comment ça fonctionne l'extrême gauche. Vous allez demander une commission d'enquête sur l'extrême gauche ? Sur l'extrême gauche violente, des black box, comment ils font pour se financer. Enfin, vous voyez, il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on puisse... Vous voulez une commission d'enquête là-dessus ? On réfléchit à l'heure actuelle, savoir comment y répondre.
les commissions d'enquête, il ne suffit pas d'aller sur un plateau de télévision, il faut que ce soit un support juridique construit. Mais vous y réfléchissez. Mais oui, parce qu'on voudrait comprendre ce qui se passe. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire quoi derrière? Que vous soupçonnez l'extrême gauche d'entretenir ça? Mais bien sûr, on voit bien qu'il y a forcément des liens, et renvoyer les uns aux autres en expliquant qu'au fond le gouvernement aurait intérêt à ce que ça se passe mal, c'est une erreur d'abord politique, mais en plus c'est une faute morale. Évidemment que nous, l'intérêt, c'est que les manifestations se passent plutôt bien, parce que c'est un droit à manifester, parce que si jamais ça partait dans des débordements absolus, évidemment, ce serait plutôt en difficulté. Donc, moi, je crois que l'hystérisation est arrivée un peu à son paroxysme à l'heure actuelle, et d'arrêter de renvoyer une sorte de violence les uns contre les autres. C'est l'extrême gauche violente dans la rue qui cherche à hystériser la société. Il y a aussi je dis, on manifestait très bien à Paris comme ailleurs depuis des semaines. Dès que les syndicats s'en occupaient, ça se passait très très bien. Une fois que les syndicats n'étaient plus forcément parfaitement maîtres de la situation, c'est là où ça part. Et ils ne sont plus maîtres de la situation aujourd'hui? Écoutez, en tout cas à Paris, on le voit bien, il y a 2 cortèges. Cortège qui est tenu par les syndicats, et ça se passe plutôt bien. Mais dès que les black box arrivent, c'est plus tenu. On parlait de politique de maintien de l'ordre. Est-ce qu'une des problématiques du maintien de l'ordre en France aujourd'hui, c'est qu'on a des forces de l'ordre qui n'arrivent pas à séparer en fait ces black blocs des citoyens qui viennent manifester? En fait, on a l'impression que la réponse des forces de l'ordre n'est pas différenciée. Ils n'arrivent pas en fait à cibler les éléments perturbateurs et fauteurs de troubles, les gens qui génèrent des violences du manifestant lambda. C'est ça la technique des black box, c'est-à-dire d'être capable de faire une opération très vite, très forte, de se massifier et d'attaquer, et puis de repartir et de se fondre dans la masse. C'est ça. Donc évidemment, c'est compliqué d'avoir une réponse policière si les black box arrivent ou l'extrême gauche arrive à tant que les services d'ordre des syndicats empêchaient les black blocs de s'infiltrer dans le cortège, ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est ça qui ne marche plus. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Donc honnêtement, le travail des policiers et des gendarmes est extrêmement difficile. Est-ce que tout est parfait? Évidemment que non, et on a vu quelques exemples, mais il faut voir qu'ils se font caillasser, ils ont peur, ils sont des pères et des mères de famille aussi, ils peuvent avoir aussi peur, même s'ils restent très professionnels, la fatigue, tout ça fait que c'est compliqué. Normalement, on n'a pas dans une manifestation à caillasser, on n'a pas à harceler les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles sont juste là pour garantir le fait qu'on ait le droit de manifester. Donc arrêtons de retourner en permanence la situation. C'est ces manifestants violents qui viennent harceler les forces de l'ordre. Sinon, toute manifestation se passe parfaitement bien. Il y a une pétition pour dissoudre les Braves M sur le site de l'Assemblée nationale qui a recueilli plus de 100 000 signatures. C'est un record depuis la mise en place de ce système. Est-ce que la commission des lois de l'Assemblée doit s'en saisir dès maintenant? Oui, alors écoutez, ça c'est... de décider que les forces de police, au fond, seraient responsables du fait qu'il y ait des casseurs rue Saint-Marc, pas très loin d'ici, quand on a commencé à brûler un immeuble, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, avec du monde à l'intérieur. C'était les policiers qui étaient là? Non. Ce sont des manifestants d'extrême gauche, des black box qui étaient là pour allumer, et puis avec d'autres qui filmaient parce qu'ils trouvaient ça super. C'est ça la réalité. Donc arrêtons de chercher des responsables qui ne sont pas là où ils sont. Les responsables du chaos, ce sont les black box et tout ce qui entoure l'ultra-gauche. Donc cette pétition, pour le moment, vous ne souhaitez que rien ne soit fait avec? Non mais chacun fait ce qu'il veut. Mon souci, c'est que les manifestants puissent, s'ils souhaitent manifester dans le calme. En France, à Paris, on n'est pas en train de... je pense qu'il y a des temporalités pour tout. On peut toujours réfléchir à comment on organise mieux les forces de l'ordre, et ça, je suis évidemment toujours ouvert à ça. Y compris les Braves M, parce que Laurent Nunez dit que la dissolution n'est pas à l'heure du jour, mais est-ce qu'il faut revoir le système de fonctionnement de ces Braves M? Mais c'est au préfet de police qui est le spécialiste et qui sait comment il fonctionne ces hommes et ces femmes qui sont sous ses ordres. Mais à l'heure actuelle, le danger... les problèmes que nous avons dans la rue, c'est pas les policiers. Ce sont encore une fois la gauche, l'ultra-gauche, l'ultra-gauche, les black box qui attaquent. Est-ce que vous avez des infos particulières sur la mobilisation des jeunes, les lycéens, les étudiants, les blocages? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de monter à votre connaissance? Écoutez, oui, on voit... moi, j'ai y compris à Paris et dans ma circonscription des lycées qui sont régulièrement bloqués.
Donc c'est de plus en plus. En tout cas, qui sont maintenant régulièrement. Donc j'ai pas de chiffres là particuliers à vous donner, mais ça vous inquiète cette mobilisation de la jeunesse? En tout cas, on y est sensibilisé. Oui, c'est toujours. C'est les jeunes de 16 ans qui commencent à manifester. Ils sont plus difficiles, évidemment, encadrés dans des manifestations. Et quand il y a des manifestants violents dont on vient de parler, qui sont en plus dans le même endroit, bah écoutez, comme chacun d'entre nous, chaque père et mère de famille, il y a toujours une vraie source d'inquiétude. Il y a plus d'1 million de Français dans les rues, en tout cas c'était le cas jeudi dernier. C'est une mobilisation qui ne s'essouffle pas, il y a encore des centaines de milliers de Français qui sont attendus aujourd'hui, il y a des grèves dans les secteurs des transports, de l'énergie. Pourquoi ne pas écouter Laurent Berger et mettre la réforme sur pause? Nous avons besoin de cette réforme. On l'a toujours dit, c'est une réforme impopulaire. On le sait très bien et on l'a su dès qu'on l'a portée pendant l'élection présidentielle puis législative. On a perdu des députés avec cette réforme parce qu'on a porté cela. J'ai bien vu, moi, à titre personnel, quand je l'ai porté pendant les élections en juin dernier, j'ai vu à quel point c'était difficile. C'est une réforme impopulaire. Elle demande un effort à ceux qui le peuvent, aux Français, ceux qui le peuvent en tout cas, de travailler plus. Donc oui, elle est forcément impopulaire, comme l'était celle d'avant, mais nous en avons besoin pour équilibrer notre système. Être sûr que les pensions soient payées donc dans le temps. Donc vous ne reculerez pas malgré la mobilisation? Nous avons besoin de cette réforme. Nous avons besoin, donc nous avons besoin, donc nous irons jusqu'au bout. Elle a été adoptée à l'Assemblée et au Sénat. Nous la mettrons, nous la promulguerons quand nous recevrons l'avis conforme du Conseil constitutionnel. Vous pensez qu'il n'y aura pas de censure? J'en sais rien, ça c'est au Conseil constitutionnel. Mais sur la loi en elle-même, on est confiant. Mais pourquoi ne pas faire de pause? Faire une pause, c'est pas retirer la réforme. Accéder à la demande de Laurent Berger et les syndicats, par exemple, qu'est-ce que propose Laurent Berger en fait en face? C'est-à-dire que nous, la CFDT, comme tous les autres syndicats, on les a reçus beaucoup. Je portais le texte à l'Assemblée nationale. On les a reçus pendant plusieurs semaines. Ils ne veulent pas du changement de 62 à 64 ans. C'est une ligne rouge pour eux. Tout le reste, toutes les améliorations, parce que tout ce qu'on a voté à côté, ce ne sont que des améliorations du système à l'heure actuelle. Beaucoup plus favorables. Le demande d'effort, c'est les 2 ans supplémentaires. Ils refusent ces 2 ans. Donc de toute façon, dans 6 mois, ce sera exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois? Mais pourquoi continuer à leur tendre la main dans ces cas-là? Le courage politique, c'est aussi de dire, on entend vos réticences, mais on estime que pour le pays, pour sauvegarder à moyen et long terme les pensions, c'est nécessaire de le faire. Et au fond, on accepte de prendre, nous, l'impopularité. Mais le plan d'action proposé par Elisabeth Borne, le fait de renégocier avec l'ensemble des partenaires sociaux, à quoi ça sert? Parce qu'il est question de parler toute une série de sujets annexes, mais qui sont déjà des choses qui sont étudiées dans le cadre, par exemple, du Conseil national de la refondation. Quelle est la nouveauté? À quoi ça sert? À un moment, il faut rentrer dans la loi. On a par exemple l'ANI, donc la négociation que nous voulons rentrer entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur, que nous voulons rentrer dans la loi. On veut aussi... Pardon, quand vous dites que vous voulez la rentrer dans la loi, c'est-à-dire qu'il y aura une proposition de loi? Ou proposition de loi ou projet de loi. On est en train de regarder avec les Renaissance pourrait la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, on est en train de regarder les éléments qui sont déjà négociés et qu'on pourrait faire rentrer directement dans la loi. Mais dans les différents sujets du Conseil national de la refondation, c'est ça? Bien sûr, mais dans la négociation qui a été faite, l'ANI a été mais juste sur le partage de la valeur, c'est pas acté qu'il y aura une proposition de loi? Non, c'est parce que Bruno Le Maire dit souhaiter que ça rentre en valeur rapidement. Nous, ce que l'on a dit, c'est que nous prenions l'engagement de la faire rentrer dans la loi, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi. On va regarder dans les jours qui viennent à quelle échéance ce qui est le projet la façon la plus efficace de le porter. Mais nous avons aussi d'autres domaines dans lesquels nous voulons avancer. Bruno Le Maire a beaucoup parlé du dividende salarié, mais il y a d'autres objets politiques sur lesquels il est temps d'avancer aussi. Moi, je porte aussi des idées sur le télétravail. Il va falloir qu'on avance aussi sur probablement d'autres éléments sur lesquels moi aussi je travaille, sur comment faire en sorte qu'on ait plus accès aux parts sociales ou aux actions dans les entreprises, dans les petites et moyennes entreprises. On parle toujours des grandes entreprises, mais comment on fait pour avoir plus facilement accès à tous ces objets-là qui permettent de partager la valeur. Mais du coup, ça sera dans la loi travail ou vous préparez quelque chose à part? L'actionnaire et le président de l'entreprise aient les mêmes intérêts que l'ensemble de ses salariés. Donc ça nous semble un axe intéressant. Ce sera dans la loi travail ou vous préparez un texte à part? Alors on est en train de regarder, on regarde les différents objets qu'on peut
faut porter, s'il faut déjà aller travailler d'un point de vue juridique et puis consensuel avec les partenaires sociaux. Donc c'est pour ça qu'on les demande aussi de revenir autour de la table pour pouvoir discuter. Et ensuite, on verra quel est le meilleur vecteur juridique. Au fond, c'est pas très très important. L'essentiel, c'est qu'on acte avec les partenaires sociaux les tels ou tels points qui nous semblent essentiels pour qu'on puisse changer la donne rapidement dans le monde du travail. Parce qu'on l'a entendu pendant les manifestations et on continue à l'entendre. Il n'y a pas que le fait de travailler 2 ans de plus, c'est le travailler mieux. Comment on fait pour mieux travailler en France, à l'heure actuelle dans les entreprises? C'est ça qu'on entend beaucoup dans les manifestations. On va parler du sondage Odoxa pour Public Sénat, Stéphane ? Oui, un sondage Odoxa pour Public Sénat, en fait, qui montre que la popularité d'Emmanuel Macron est en chute, moins 6 points. 30% des personnes sondées pensent qu'il ferait un bon président, ou qu'il est un bon président. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça fait jamais plaisir d'avoir une baisse de popularité du chef de l'État. En même temps, voilà, je ne suis pas trop à fonctionner avec le nez dans les sondages. Ça monte, ça descend. Je crois qu'on est dans une phase... Vous pensez que ça peut remonter ? Oui, on l'a connu. Ça descend plutôt, là. Oui, bien sûr, mais peut-être vous me réinviterez et ça augmentera dans quelques semaines. Je crois que ce qui est important, la cote de popularité fonctionne beaucoup avec aussi... le climat social. Le climat social est difficile à l'heure actuelle, donc c'est pas étonnant que la cote de popularité soit plus compliquée à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui serait de nature à provoquer un rebond ? Ou autrement dit, comment est-ce qu'on sort de la crise ? Je crois avec des textes consensuels, des textes qui améliorent la qualité de vie au travail, par exemple de ce dont on vient de parler, et des textes où on arrive à trouver une majorité plus simple à l'Assemblée nationale. On voit bien que c'est compliqué pour nous. Moi qui suis député de Renaissance, trouver des majorités devient de plus en plus difficile. On a en face de nous des oppositions qui, au fond, quel que soit le sujet, par nature s'opposent à ce que l'on porte. Mais ça va être plus dur. Demande d'autant plus d'efforts. Parce que Yael Braun-Pivet, dimanche, elle disait, mais on a fait passer 20 textes depuis le début du quinquennat, oui, on retient que les 3 qui ne sont pas passés. On a trouvé des majorités pour tout. On a trouvé des majorités pour tous les textes, c'est vrai. D'ailleurs, même en commission mixte paritaire, c'est-à-dire que tous les textes sont passés les textes budgétaires sont passés en commission mixte paritaire, donc entre les sénateurs et les députés. À chaque fois, on a trouvé un accord, ce qu'on n'avait pas dans les législatures précédentes. Donc, à chaque fois, on arrive à trouver des accords. Mais là, vous pensez que ça va être plus dur ? Écoutez, sur les retraites qu'on voit, quand on voit que même les Républicains nous lâchent pour une partie d'entre eux en race campagne, alors qu'ils l'ont toujours porté, y compris ici au Sénat, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Donc ça va demander encore plus d'efforts, mais enfin on y est prêt. Sauf que la vingtaine de textes qui est passée jusqu'à maintenant, c'était le fruit de négociations, d'accords parlementaires, enfin d'une méthode qui fonctionnait a priori, mais le texte sur la réforme des retraites elle-même, ça devait être le point d'orgue de cette méthode et la démonstration, en faisant passer le texte normalement, entre guillemets, que la chose fonctionnait. Cet échec-là, est-ce qu'il ne marque pas la fin définitive de cette méthode ? Alors, honnêtement, je ne le vis pas comme ça. C'est pas un point d'orgue. C'est chaque texte, on cherche une majorité. Mais on a en construisant le texte, on réfléchit comment on fait pour construire une majorité. Par exemple, le texte sur l'énergie, on a décidé de le scinder en 2, avec une partie énergie renouvelable, puis un autre texte sur le nucléaire. Parce qu'on voyait bien que c'était impossible de trouver une majorité à l'Assemblée nationale sur l'intégralité du texte. Ça, c'est votre nouvelle méthode ? C'est la méthode qu'on utilise depuis le mois de juillet-août. C'est pour ça que vous allez scinder la loi immigration aussi. Et donc c'est pour ça aussi que ça fait partie. Il nous faut des textes plus courts. 2, 3, 4 articles, 5 articles maximum, voilà, et qui soient où on arrive à identifier très rapidement. Ça peut marcher. Mais vous pensez que ça passera sur la loi immigration ? Parce qu'on entend les parlementaires qui disent on ne peut pas avoir 3 politiques d'immigration, on ne peut pas faire du en même temps sur l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que sur certains objets politiques, par exemple sur l'immigration, je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement fort. Sur qui on autorise à rester en France. On voit bien que si on décide qu'on puisse avoir des autorisations pour ceux qui travaillent, on aura plus facilement des majorités peut-être. Alors ça dépend de la construction des textes, peut-être plus à gauche. Et puis si on est plus dur sur les retours aux frontières, plus facilement à droite. Vous voyez, donc il y a un moment, ça peut être une politique qui est la nôtre, au fond, c'est ce qu'on a toujours porté, c'est-à-dire être plus ferme, beaucoup plus ferme avec ceux qui n'ont pas le droit de rester en France. Par contre, ceux qui sont en France, mieux les accueillir, toujours mieux les accueillir.
Un mot sur les menaces envers les élus et les parlementaires qui sont visés. Il y a notamment eu Aurore Berger, votre président de groupe, et Yael Braun-Pivet qui ont fait état de menaces sur leurs enfants. Yael Braun-Pivet qui a également reçu des menaces antisémites. Alors, au-delà de la condamnation évidemment importante, est-ce qu'il faut renforcer les sanctions envers les auteurs de ces menaces? Oui, déjà, j'aimerais bien qu'on les identifie, parce qu'on voit que c'est un peu toujours les mêmes qui écrivent. En tout cas, on reconnaît un peu toujours, malheureusement, la même patte. Donc, il faut déjà, vraiment, je demande évidemment confiance dans la justice, la police, mais vraiment qu'on les identifie. Et oui, renforcer, les punir, les traduire devant les tribunaux et dire et redire à votre micro, on porte plainte systématiquement. Nous demandons à nos élus Renaissance à chaque fois de porter plainte. Et vraiment, nous le faisons à chaque fois. Donc ceux qui font ce type d'horreur, qu'ils sachent qu'ils risquent, et j'espère qu'ils seront confrontés à la justice, qu'ils le sachent. Peut-être un mot sur la situation à Paris. La grève des poubelles, actuellement, c'est plus de 7000 tonnes de déchets accumulés dans les rues. Comment on sort de cette crise-là? Comment on fait? Sachant que on voit passer des messages de gens qui disent on va continuer, ça va durer, et on va faire en sorte de pourrir les Jeux Olympiques l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, alors à court terme, je pense qu'Anne Hidalgo, elle nous a mis dans le mur. Je vais dire très clairement. Écoutez, quand elle commence à afficher sur sa mairie qu'elle soutient les manifestants et quand on lui demande de réquisitionner, quand Gérald Darmanin lui demande de réquisitionner un minimum pour que ça puisse tourner, elle dit non, moi je ferai rien. Elle soutient les bloqueurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, on a entre 2 et 6% de grévistes seulement à l'heure actuelle dans le nettoiement de Paris. 6%. Pas beaucoup. Au maximum 6%. Mais pourquoi ils bloquent deux choses? Ils bloquent les incinérateurs, donc pour empêcher de vider les bennes, et ils bloquent les garages où sont parqués les camions bennes pour empêcher la sortie. En fait, en bloquant ces deux nœuds, ça empêche la collecte. Mais parce que sinon, l'intégralité quasiment des autres sont prêts et travaillent. D'ailleurs, on voit nos éboueurs qui travaillent dans la rue avec des balais, qui continuent à côté, mais qui collectent plus mais pour vous, c'est la responsabilité d'Anne Hidalgo, pas du gouvernement avec la réforme des retraites. Elle s'est enferrée dans une sorte de soutien absolu. Elle oublie qu'elle est maire de Paris, en fait. Elle pense qu'elle est encore candidate. Non, je crois que les Français ont décidé, l'ont mis à un niveau qui doit faire en sorte que ses aspirations nationales redescendent rapidement, et elle est maire de Paris, elle doit s'occuper des Parisiens. C'est ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui demande. Elle est la maire des Parisiens, et donc elle doit s'occuper de trouver des solutions. Et donc moi je salue, je l'avais demandé à Gérald Darmanin et au préfet de police de réquisitionner, de continuer les réquisitions. Il n'y a que ça qui fonctionne, faire en sorte que ces deux nœuds-là dont on vient de parler ne soient plus bloqués, même si ça se bloque, ça se rebloque. Il faut à chaque fois réquisitionner pour empêcher le blocage et faire en sorte qu'on puisse mieux collecter. L'impact sur l'image de la ville, il va s'en trouver durablement. Il est terrible. Il est terrible. Parce que Émilie de Paris, ça fait bien, l'image, elle est terrible, et je leur dis, les Parisiens, ils habitent à Paris, ils élèvent leurs enfants à Paris. Quand vous emmenez vos enfants 2 ans, 3 ans à l'école, 4 ans ou plus jeunes encore à la crèche, et que vous faites des slaloms entre les poubelles, enfin, mais quelle image ça donne. Vous la salubrité. On élève nos enfants aussi à Paris. On n'est pas une ville de touristes. Sylvain Maillard, le temps file. Anne Hidalgo organise une votation ce dimanche pour ou contre les trottinettes en libre service. Nous, on a toujours dit, c'est vraiment la décision qu'elle doit prendre, elle, en Conseil de Paris. Nous, on est contre l'interdiction. On est pour la régulation, évidemment. Bien, oui, moi par principe je vais voter, mais voilà, c'est ni à faire ni dans ce format-là, ça fonctionnera pas, il y aura personne. Et au fond, c'est à elle de prendre la décision. Elle a une majorité, elle décide pour ou contre le free floating, qui est quand même un micro sujet à Paris. On a d'autres problématiques, mais nous on dit oui au free floating, mais régulé. Il faut évidemment beaucoup plus de sanctions et d'organisation autour du free floating. Merci beaucoup. Sylvain Maillard d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, garde à l'hôpital, la fin des intérims délirants. C'est à la une de votre journal, Stéphane. Merci Stéphane, merci Sylvain Maillard. Merci.